Ok, donc on attend que les gens se connectent un peu. Ok, très bien. Bon, bah, on va pouvoir commencer tout doucement, on va pouvoir introduire. Donc, je fais juste ça. Donc, eh bien, oula. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente. Donc, je m'appelle Thomas et je serai votre médiateur pour cette conférence intitulée, comme on le voit sur la diapositive, Crise de l'apprentissage et histoire du travail au début du XXe siècle, même si la période s'étendra du XIXe au XXe. Merci de vous être rendu disponible pour cette conférence de l'hiver de l'histoire-géographie. Pour le bien de la conférence, je vous demanderai d'éteindre vos caméras afin de conserver un débit satisfaisant et aussi de couper vos micros. Pour présenter rapidement notre association, histoire d'en parler, elle a été créée en 2017 par 3 étudiants en histoire. Son but est avant tout de vulgariser l'histoire-géographie et de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour cela, l'association s'appuie sur 2 biais: les ateliers dans le milieu scolaire et les événements grand public auxquels participent des professeurs et de jeunes chercheurs. À l'heure actuelle, l'association est composée d'une trentaine de bénévoles et reste ouverte à tous les passionnés d'histoire-géographie. Notre devise est l'histoire-géographie par tous et pour tous. Mais depuis le début du confinement, depuis 2019, nous avons rajouté partout car nous sommes dès à présent présents sur Internet. En lui-même, l'hiver se définit comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie, de différentes périodes, de différents thèmes et différents sujets, évidemment. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Lambré Stéphane, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lille et chercheur à l'INSPE Lille, Hauts-de-France et au CRES de l'Université d'Artois. Ses axes de recherche sont l'histoire de l'éducation et l'histoire du travail au XIXe et XXe siècle. Dans ses publications récentes, on peut nommer Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930, intitulé Main-d'œuvre artisanale et industrielle, pratiques et questions sociales, avec la participation de Cécile Chalmin, ou bien Histoire des élèves en France, volume 2, Ordre, désordre et engagement, 16e-20e siècle, avec Jérôme Kropp. Notre conférence d'aujourd'hui portera sur le fait qu'entre le 19e et au début du 20e siècle, on constate une crise de l'apprentissage qui atteint son paroxysme en Europe occidentale. Les manifestations de cette crise et les solutions envisagées font l'objet de débats nombreux, sans nécessairement se traduire par des décisions concrètes. Elles s'accompagnent de nombreuses tentatives pour identifier les causes de cette crise qui renvoient aux transformations que connaît le travail dans les décennies antérieures. Les changements économiques, techniques et sociaux sont ainsi, au seuil du XXe siècle, au cœur de lectures de l'histoire du travail au XIXe siècle qui interrogent la place du métier. À la fin de notre exposé, les spectateurs, donc vous, aurez la possibilité de poser des questions à notre intervenant. Pour cela, vous aurez soit la possibilité de lever la main et je vous donnerai la parole, soit de la poser dans le chat et je la lirai à Monsieur Lambré. En attendant, je vous demande encore une fois de garder vos caméras et micros éteints pour que l'on puisse profiter pleinement de la conférence et éviter d'éventuels problèmes techniques. Donc je vous remercie de votre présence. Monsieur Lambré, c'est à vous. Merci à vous et ravi de cette invitation et donc de pouvoir vous présenter un petit peu ce sujet au cours de cet exposé. Alors, le hasard fait que cet exposé est un petit peu en concurrence avec les annonces gouvernementales. Je ne sais pas qui en souffrira de cette concurrence, mais en tout cas, on va essayer de présenter quelques éléments donc autour de la crise de l'apprentissage et de ses liens avec l'histoire du travail. Alors, au début du XXe siècle, mais en fait, c'est aussi un prétexte pour reparcourir un petit peu le XIXe siècle, vous le verrez, en essayant donc d'introduire à cette question de l'apprentissage partie prenante de l'histoire du travail. Alors, pour aborder cette question de la crise de l'apprentissage, à laquelle il aurait presque fallu mettre des guillemets dans le titre, vous allez le voir, vous allez le comprendre. Pour aborder cette question dans la perspective d'une histoire du travail, je pense qu'il faut partir des travaux de l'historien Yves Lequin, récemment disparu, et qui a été l'un des historiens les plus attentifs à l'apprentissage au XIXe siècle,
auquel il avait consacré d'abord un article important paru en anglais en 1986 et republié en français en 1989, et puis aussi les liens entre l'apprentissage et le métier, ces liens qui sont au cœur d'un texte sur le métier que Yves Lequin avait publié dans le 3e volume des Lieux de mémoire en 1992. Alors, pourquoi partir de ces quelques travaux-là? C'est parce que finalement, Lequin y soulignait dans ses travaux l'importance des mutations conjointes de l'apprentissage et des métiers dans la perspective d'une industrialisation qui bouleverserait l'organisation du travail, tout en conservant dans les cultures, dans les revendications ouvrières, les traces d'un passé où les métiers pouvaient être des organisateurs du social. Et on va y revenir dans la suite du propos, cette présence finalement, cette continuité par-delà des ruptures historiques est importante pour essayer de situer cette question de l'apprentissage. Et donc Yves Lequin repérait la dégradation de l'apprentissage, tout en soulignant que l'apprentissage ne disparaît pas brutalement au lendemain de la Révolution française, alors que étaient interdites les corporations en vertu de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 notamment. Donc une dégradation de l'apprentissage quand même qui est constatée tout au long du XIXe siècle. Dégradation de l'apprentissage constatée tout au long du XIXe siècle, même s'il faut l'envisager avec prudence. Des travaux récents, notamment ceux de Claire Croston, de Steve Kaplan ou de Claire Lemercier, prouvent que l'apprentissage reste au XIXe siècle une pratique sociale courante pour les garçons, mais aussi pour les filles, et pratique sociale qui recouvre des réalités variées. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une dégradation, on va y revenir, ou la déploration d'une crise, qu'il n'y a plus d'apprentissage au XIXe siècle, un petit peu plus compliqué que cela. Mais ce qui est assez clair, c'est que la déploration d'une crise de l'apprentissage atteint une forme de paroxysme au début du XXe siècle. En France, en tout cas, de nombreuses enquêtes, de nombreuses publications en témoignent, et on peut en trouver aussi la trace ailleurs en Europe, avec toutefois des nuances sur lesquelles je reviendrai également. Et donc, je vais centrer quand même mon propos sur la France, parce que la crise de l'apprentissage s'y joue sans doute principalement, mais tout en essayant de réfléchir et en vous donnant quelques éléments sur ce que la crise de l'apprentissage motive en France en matière de circulation d'idées et de pratiques, d'enquêtes à l'étranger, de rapports sur l'apprentissage dans d'autres pays. Donc voilà, on part, le centre, c'est finalement l'étude de la crise de l'apprentissage en France, mais c'est aussi un prétexte à une étude au-delà, à une échelle autre. À l'évidence, donc, la notion de crise appliquée à l'apprentissage incite à la prudence. L'insistance sur la maladie reflète aussi des stratégies de promotion de remèdes, et ce sera l'essentiel de la fin de mon propos. Donc, pour résumer un petit peu et annoncer un peu comment je vais procéder, mon propos visera donc à mettre en perspective le constat d'une crise de l'apprentissage, d'abord en précisant le diagnostic et les symptômes, puis en examinant le passé de l'apprentissage entre mythe et histoire, qui alimente la plupart des analyses menées des années 1870 jusqu'au début des années 40, en réalité. Avant de voir comment l'apprentissage et l'enseignement professionnel sont redéfinis par et grâce à cette séquence du début de la Belle Époque. Alors ça suppose cette intention, et je finis là-dessus cette introduction, ça suppose de clarifier un petit peu les termes employés. J'ai parlé déjà d'apprentissage, d'enseignement professionnel. On peut parler de formation, le terme le plus englobant, c'est sans doute celui de formation, qui désigne quoi? Qui désigne toute transmission de savoir et de savoir-faire. Je prends la formation au sens le plus large possible. Cela recouvre, donc toute transmission de savoir et de savoir-faire, ça recouvre des réalités scolaires ou non scolaires, et par exemple l'apprentissage, qui désigne pour l'essentiel, et dans la période dont je parle, une formation dans l'atelier, dans la boutique ou à l'usine, éventuellement
assortie, éventuellement complétée par la fréquentation de cours sur le lieu de travail ou hors du lieu de travail. L'enseignement professionnel, hein, quand je parle d'enseignement professionnel, c'est en revanche davantage une formation dispensée dans un cadre scolaire à destination de la main-d'œuvre, des ouvriers, des ouvrières, des employés, des salariés, éventuellement pour un personnel d'encadrement, on va dire intermédiaire pour aller vite. Si on parle d'enseignement technique, on est plutôt du côté des ingénieurs, des cadres, en tout cas dans mon propos. Alors d'abord, donc, peut-être revenir sur cette déploration d'une crise de l'apprentissage et en essayant de repérer d'abord le nombre assez considérable des constats de crise repérables en France, mais aussi en Belgique, au début du XXe siècle. Le début du XXe siècle est un temps fort d'insistance sur cette crise de l'apprentissage. De multiples travaux s'en font l'écho. Par exemple, des thèses de droit sont publiées, soutenues sur le sujet, des publications d'observateurs, de praticiens de la formation des ouvriers, et puis aussi des rapports officiels. Dans un rapport officiel de 1904, publié en 1906, le juriste Émile Cohandy, par exemple, un universitaire lyonnais, dresse un bilan très négatif de la situation de l'apprentissage. Il explique que la loi du 22 février 1851, qui est en vigueur à ce moment-là, n'est pas appliquée. Très peu d'apprentis disposent d'un contrat d'apprentissage et la plupart n'achèvent pas leur formation. Ils entrent en apprentissage, mais ne vont pas au bout. Dès qu'ils trouvent finalement un emploi, un poste, un salaire un peu plus substantiel, eh bien, ils quittent leur formation. Pour Cohandy, d'après les sources dont il dispose, il estime qu'il y a 10% seulement des apprentis qui ont un contrat d'apprentissage écrit, sachant que la loi, on y reviendra, n'impose pas le contrat écrit, et les 2/3 de ces apprentis qui ont un contrat écrit ne terminent pas leur apprentissage. Cohandy évalue aussi pour vous donner un ordre de grandeur, à environ 3,5% d'une classe d'âge, le nombre de jeunes inscrits dans une école professionnelle. 3,5% d'une classe d'âge. Et puis, environ 8% qui suivent un cours professionnel parallèlement à leur activité dans un atelier. Donc ça vous donne un ordre de grandeur assez grossier, mais enfin, quand même, on peut dire qu'autour de 1900, environ 90% d'une classe d'âge rentre dans la vie professionnelle sans autre formation que l'enseignement primaire, élémentaire, environ 90% d'une classe d'âge. Alors pour compléter un petit peu ce diagnostic, ou en tout cas ce repérage du diagnostic de crise, on peut s'appuyer sur ce qu'explique en 1908 Alexandre Millerand, qui est alors député, qui a été ministre du Commerce et de l'Industrie dans le gouvernement Waldeck-Rousseau. Peut-être que ça dira quelque chose à quelques-uns, quelques-unes parmi vous, c'est-à-dire que Millerand a fait scandale quand il a accepté de rentrer dans le gouvernement de Waldeck-Rousseau, puisqu'il était à l'époque socialiste indépendant, et c'est le premier socialiste indépendant qui accepte de rentrer dans un gouvernement officiel. Millerand, en tout cas, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, redevenu député, explique dans un discours au Conservatoire national des arts et métiers en 1908, je vous ai mis la citation, « Il y a en effet, à l'heure où je parle, peu de problèmes à la fois plus urgents et plus graves pour notre pays que celui de l'apprentissage, qui préoccupe depuis si longtemps les commerçants, les industriels et les hommes politiques. » Le thème n'est pas nouveau, mais vous voyez, je vous ai mis aussi deux couvertures, l'un d'un rapport de 1902 sur l'apprentissage dans l'imprimerie, l'autre d'une thèse de Julien Fouquet sur la crise de l'apprentissage, qui date de 1900, donc on est vraiment dans cette même décennie. Le thème n'est pas nouveau quand même, parce qu'une figure comme celle d'Antime Corbon, né en 1808, fils d'artisan, qui a eu une carrière professionnelle, puis une carrière politique, il dit lui-même, Antime Corbon, il y a une tendance marquée dans l'industrie, et particulièrement dans la grande industrie,
à ne plus faire d'apprenti. Le travail devient automatique, on place là l'enfant, on lui donne une petite rémunération, il apprend ce qu'il a à faire en 2 jours, en 2 heures peut-être, et il ne sera jamais ouvrier qualifié. Or, heu, Antime Corbon, hein, explique cela dans les années 1870. Donc on voit que ce n'est pas une nouveauté du début du XXe siècle. Dès les années 1870, dans le sillage d'une enquête sur l'enseignement professionnel, voulue par Napoléon III au début des années 1860, on trouvait déjà une analyse, assez, représentative de ce qui est, dénoncé jusque 1914. Et d'ailleurs, la guerre de 1914-1918 ne met pas fin au diagnostic de crise. On trouve encore des publications dans les années 1920 sur ce sujet. On trouve des discussions autour de ce problème. Alors, on déplore une crise de l'apprentissage, mais que déplore-t-on réellement? Quels sont les symptômes que l'on invoque? De quelle crise cette récurrence du constat est-elle le signe? D'abord, il faut noter que la crise de l'apprentissage n'est pas réductible à une question de nombre. C'est-à-dire que le problème n'est pas celui de la baisse du nombre d'apprentis. Euh, Ça a été quelquefois une impression, mais en fait, on a peu d'indications sur le nombre exact d'apprentis en France au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, puisque, en l'absence de contrats écrits systématiques, les données précises manquent. Néanmoins, il y a bien des apprentis, des filles et des garçons, dans la France du XIXe siècle, et l'on peut établir des données à l'échelle locale qui témoignent de cette réalité. Claire Lemercier rappelle qu'à Toulouse, en 1889, on trouve des apprentis et des apprentis filles et garçons dans un tiers des entreprises. Plus des 3/4 d'ailleurs des entreprises de métiers comme les tailleurs de pierre, les carrossiers, les fleuristes, les pâtissiers, etc. Au même moment, dans les ateliers d'apprentissage belges, pour ne pas en rester au cas français, le recensement fournit quand même une indication des limites de ce public apprenti. À la veille de la Première Guerre mondiale, en Belgique, il y aurait autour de 1500 garçons qui seraient inscrits en apprentissage. Mais là aussi, les données sont fragiles. Elles ne permettent pas de savoir exactement de quoi on parle et si véritablement de quel métier on parle, euh, par exemple. En fait, le problème, c'est celui des moyens de connaître les pratiques. Si, depuis la Révolution française, et contrairement à ce qu'on a pu dire pendant longtemps, l'apprentissage n'a pas été oublié, n'a pas été complètement détruit, la loi de 1851 ne rend pas obligatoire le contrat d'apprentissage pour accéder à un métier et ne rend pas obligatoire l'apprentissage non plus pour accéder à un métier. On a donc quelquefois, les contemporains ont quelquefois, et ont été suivis en cela par des historiens, considéré que puisqu'il n'y avait pas de contrat, bah, il n'y avait pas d'apprentissage. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et d'une certaine manière, le diagnostic de crise au début du XXe siècle a permis d'engager un travail d'enquête précieux pour connaître et pour décrire la situation. C'est le cas, par exemple, de l'Office du travail. L'Office du travail organise plusieurs enquêtes relatives à l'apprentissage dans différentes industries. Cet effort aboutit à partir des cas de l'imprimerie en 1902, de l'ameublement en 1905, de l'horlogerie en 1911, à la mise en évidence de lacunes graves pour certains métiers. On montre d'ailleurs aussi, derrière un petit peu ce diagnostic très, très unificateur d'une crise de l'apprentissage, que les situations sont variables suivant la taille des entreprises, suivant les régions. Et il y a certes une tendance générale à la baisse du nombre des apprentis, une tendance aussi à la diminution de la qualité de l'apprentissage, en tout cas d'après ceux qui répondent à ces enquêtes. C'est-à-dire souvent des ouvriers, des responsables syndicaux, des patrons aussi. De ce point de vue, il y a une forme d'unanimité. Pour les industries de l'ameublement, par exemple, on constate la disparition des formes anciennes d'apprentissage ouvrier, ce qui revient toujours dans les constats qui sont faits au début du XXe siècle, c'est qu'on ne forme plus l'ouvrier complet. L'expression qu'on utilise, c'est l'ouvrier complet. On ne le formerait plus, l'apprentissage deviendrait inefficace. Alors évidemment,
ce thème de l'ouvrier complet, il renvoie aux transformations de l'organisation du travail. L'ouvrier complet, c'est celui qui est capable de suivre l'ensemble de la fabrication d'un produit, par opposition avec les progrès de la division du travail, qui caractérise particulièrement l'âge industriel. On assisterait à une forme de déqualification de l'ouvrier, qui deviendrait le simple servant de la machine. L'équipement en machine et l'organisation du travail dans les usines menacent l'autonomie des métiers. Cela fait craindre une déqualification ouvrière massive, suscitant des réactions, et pas seulement au début du XXe siècle, depuis plusieurs décennies, voire même depuis plus d'un siècle. Alors, il faut toujours aborder les choses avec prudence. Il s'agit parfois aussi d'un déplacement des qualifications, parce que certes, des qualifications ne sont plus nécessaires en raison de l'usage des machines, mais d'autres qualifications sont parfois requises pour entretenir les machines ou pour les réparer. Mais néanmoins, il y a des conséquences sociales, politiques, de la dépossession de l'outil de production. L'équipement en machine, on le sait, suppose un investissement financier hors de portée de la quasi-totalité des ouvriers et des ouvrières. Et donc, la crise de l'apprentissage s'inscrit évidemment dans cette dynamique-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore de nombreux métiers où le savoir-faire est déterminant. On sait bien que l'industrialisation, en France en particulier, n'a pas été une rupture, et que bon nombre de secteurs professionnels se caractérisent encore par la nécessité d'un savoir-faire. Les débuts de l'automobile, par exemple, à la toute fin du 19e et au début du 20e siècle, ce sont encore des ateliers de taille réduite où il y a un savoir-faire mécanicien important qui est mobilisé. Alors, les responsables de cet affaiblissement, voire de la menace de disparition de l'apprentissage, seraient ainsi multiples. Le progrès technique est invoqué, mais aussi la réglementation sur le travail des enfants, ou la réglementation sur le temps de travail, et puis aussi les comportements des familles ouvrières, des patrons, désireux que le travail des adolescents soit rapidement rémunérateur. Tout cela n'encourage pas la fréquentation, le suivi d'un apprentissage. J'en donne peut-être une illustration pour être un peu concret. C'est la campagne pour l'apprentissage de la dentelle à la main. Alors, ça va vous sembler un exemple extrêmement précis, mais qui n'est pas sans intérêt. D'abord parce qu'il concerne les filles, alors que quand on parle d'apprentissage, on a quelquefois tendance à privilégier le cas des garçons. Et puis, on est là dans une activité qui est plutôt en déclin et qui nécessite un apprentissage extrêmement long, extrêmement difficile. L'apprentissage de la dentelle à la main qui est utilisé, qui est encore vivace dans quelques régions, notamment autour du Puy, mais aussi en Normandie. Il y a encore des traditions de dentelle à la main au début du XXe siècle. Or, qu'est-ce que l'on observe ? 20 ans après les lois scolaires de 1881-1882, est adoptée une loi, la loi du 5 juillet 1903, adoptée sans discussion et à l'unanimité par le Sénat et la Chambre des députés, qui offre une reconnaissance légale et qui encourage l'enseignement dentelier. Alors, en soi, rien de choquant, mais cette loi, elle valide en partie l'argument de certains fabricants et des élus qui constatent que l'apprentissage de la dentelle doit débuter très jeune et qui proposent des aménagements, on pourrait dire même des exceptions, face à l'instruction obligatoire. Depuis 1882, l'instruction est obligatoire jusqu'à 13 ans, et on trouve quand même un inspecteur d'académie de la Haute-Loire, du département de la Haute-Loire, qui favorise l'introduction d'une épreuve de dentelle au certificat d'études primaires, en considérant que la couture y est déjà et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas la dentelle. Et cet inspecteur d'académie de la Haute-Loire évoque une crise de la dentelle. De la crise de la dentelle à la crise de l'apprentissage, il n'y a pas très loin. Pour lui, comme pour un certain nombre de patrons dans ce secteur, il faut sauver l'activité dentelière exercée à domicile, qui conserve encore une importance économique, et l'apprentissage est une clé de ce sauvetage de cette activité d'industrie à la campagne, bien souvent. Dernier point, la défaillance de l'apprentissage est très souvent imputée à la disparition de la corporation, censée en assurer l'encadrement,
Et c'est sur ce point que je voudrais continuer mon propos. Autour du passé de l'apprentissage, on pourrait dire qu'on pourrait situer entre mythe et histoire. La plupart des états des lieux de l'apprentissage au début du XXe siècle euh, évoquent la crise en comparaison avec le passé de l'apprentissage, et en particulier sous l'Ancien Régime. Au début du XXe siècle, on décrit ainsi le XIXe siècle comme une lente mais inexorable dégradation de l'apprentissage, institution pluriséculaire, tout comme la corporation. Et donc, la plupart des états des lieux, avec plus ou moins de nuances, renvoient au rôle des corporations dans l'Ancien Régime. Alors, par exemple, dans une thèse de droit d'un auteur sur lequel je n'ai pas trouvé particulièrement d'informations, on est en 1912, qu'est-ce que raconte cet auteur, Paul Merlet, qui est représentatif en fait de plein d'écrits de la période. Il écrit: il est curieux de constater dans l'histoire le parallélisme qui existe entre la décadence de l'apprentissage et l'intervention de plus en plus directe de l'État dans la réglementation générale du travail. Et cela n'est guère fait pour inciter à une nouvelle intervention, alors même qu'elle ne viserait que l'apprentissage. C'est sous le régime corporatif qu'en France, l'apprentissage atteint son apogée. Il est enserré, guidé, protégé par un réseau de règlements qui, tout en le soutenant, lui permettent de se développer, de s'adapter à toutes les situations. Or, ce réseau de règlements n'est en rien l'œuvre de l'État. On voit assez clairement ici que l'auteur oppose le temps d'une intervention de l'État au temps de la corporation qui contrôlait l'apprentissage. Alors évidemment, c'est très schématique de le présenter de cette façon-là, parce qu'en réalité, les études, y compris celles sur l'apprentissage avant le XIXe siècle, montrent bien qu'on est quand même loin d'une situation, d'un paradis perdu. Même les observateurs les plus nostalgiques de l'Ancien Régime, ou les plus inquiets de l'intensité de la crise de l'apprentissage, sont quand même un petit peu obligés de nuancer de temps en temps. Il est bien évident que cette idée d'une corporation qui aurait fonctionné parfaitement et dans laquelle l'apprentissage aurait été lui aussi parfait est à envisager avec une grande prudence. De ce point de vue, on a une révision historiographique opérée à propos des corporations ou des guildes, par exemple, dont la diversité, dont la souplesse sont désormais mieux connues, que ce soit en France ou ailleurs. Par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années sur Madrid, qui montre, à partir de plusieurs milliers de contrats d'apprentissage du XVIIIe siècle, qu'il ne faut pas envisager les règles qui régissent les corporations comme des reflets de la réalité. Ce n'est pas parce que dans la règle, les corporations sont censées contrôler de très près l'apprentissage que tout cela est réellement en place, réellement en vigueur. Donc, en fait, ce qui semble se dessiner aussi bien pour le XVIIIe que pour le XIXe siècle, c'est que l'apprentissage est surtout assez flexible pour permettre que les savoirs et les savoir-faire acquis soient diversement utilisés durant la vie professionnelle. Mais on voit bien ici qu'il faut essayer déjà d'une part de déconnecter un petit peu l'apprentissage et la corporation, et qu'il y a des situations très variables. On a des situations au XIXe siècle, on a des témoignages sur le fait que des maîtres d'apprentissage n'apprennent pas le métier à leurs apprentis. Un personnage comme Agricole Perdiguet a des lignes très dures face à certains de ses maîtres d'apprentissage, et lui est un compagnon. D'autres témoignages vont dans le même sens. C'est ce que certains historiens, notamment l'historien Sven Stephens, a parlé de métier volé. En fait, l'apprenti, pour véritablement se former, serait obligé quelquefois de voler le métier, c'est-à-dire de regarder très attentivement ce que fait le maître, qui ne se soucie pas vraiment de son apprentissage, et donc il faut essayer de fonctionner par imitation, plutôt que de profiter d'une pédagogie très satisfaisante. Alors cette situation, elle est durable, y compris dans la nostalgie qui peut prévaloir par rapport à l'apprentissage dans les corporations. Et on en trouve, par exemple, pour aller un petit peu au-delà peut-être de mon propos d'ailleurs,
On en trouve une illustration en 1940 avec la mise en place du régime de Vichy. En première page du journal La Dépêche, un homme de lettres qui s'appelle Edmond Haraucourt écrit, on est en octobre 40, donc le régime du maréchal Pétain est bien installé. Vous savez qu'il fait du travail manuel, de la corporation, des références importantes. Et Haraucourt écrit, ou rappelle, le rôle si important durant 600 années de l'apprentissage. Rôle incompréhensible sans tenir compte du poids des corporations dont il évoque les racines médiévales. Et donc, en fait, cette crise de l'apprentissage, elle ne disparaît pas complètement au début du XXe siècle, elle est encore sous-jacente dans les années 1940, en tout cas pendant le régime de Vichy. L'apprentissage est une des composantes de la lecture des corporations qui sous-tend l'histoire du travail. Par exemple, chez un historien comme Maurice Bouvier à Agen ou d'autres soutiens du régime qui ont des lignes sur l'apprentissage et son affaiblissement. Alors évidemment, on est ici plutôt du côté du mirage de la corporation, mirage dans le temps autour du passé de l'apprentissage, mirage aussi que l'on pourrait situer dans l'espace. Pourquoi? Parce que le débat en France au début du XXe siècle ne se focalise pas seulement sur le retour aux corporations. Certes, il y a des observateurs qui sont nostalgiques, mais pas tous. Il y a quand même aussi pas mal d'écrits qui disent bon, il n'est pas question de revenir aux corporations d'Ancien Régime, c'est pas possible, même si on le voulait. En fait, c'est aussi la comparaison avec l'Allemagne qui alimente la réflexion. Le lien entre apprentissage et corporation est d'autant plus aisément évoqué que l'Allemagne, jusqu'au début du XXe siècle, a entrepris de le consolider, ce lien entre apprentissage et corporation. En choisissant de conserver ces corporations, la Prusse promulgue en 1845 le premier code industriel, puis en 1869 la Gewerbeordnung, étendue en 1871 au Reich, qui dessine le système dual, c'est-à-dire une combinaison entre apprentissage sur le lieu de travail et scolarité à temps partiel, dans un cadre libéral. Alors jusqu'en 1908, il y a des modifications de ces règlements qui restaurent les formations d'organisation artisanale, de branches, et puis aussi dans le cadre de ce qui se développe à partir de 1900 autour des chambres d'artisanat. Bref, l'Allemagne fait le choix plutôt de consolider une tradition professionnelle, face à l'expansion de la production industrielle de masse, à l'expansion aussi du socialisme. L'idée, c'est que les organisations corporatives urbaines contrôlent les apprentis. Ça n'empêche pas quand même que les relations de travail se dépersonnalisent, aussi en Allemagne. Le savoir-faire corporatif cède la place à une formation moderne, délivrée par des écoles professionnelles, celles qu'on appelle les Fortbildungsschulen, nom des écoles professionnelles ou Berufsschulen avant 1912, qui préparent à un examen professionnel passé devant les chambres d'artisanat. Et c'est donc bien les professions qui contrôlent encore cet apprentissage. Si on se déplace et si on revient en France, au-delà des évocations nostalgiques d'Ancien Régime, la place des professions dans la gestion de l'apprentissage est bien un enjeu central. D'un côté, ces professions revendiquent encore, pour certaines d'entre elles, le contrôle de l'apprentissage. C'est le cas, par exemple, du président de la Fédération patronale du bâtiment et des travaux publics, Auguste Villemain, qui, au Congrès national de l'apprentissage, organisé à Roubaix en 1911, explique, et il va l'expliquer ailleurs très très régulièrement dans les mêmes années, que l'apprentissage à l'école, tel qu'il est en train de se développer, n'est qu'une exception, qui est permis par la puissance financière de certaines villes, mais pas par toutes. Il faut donc continuer à avoir un apprentissage sur le lieu de travail, selon ce représentant patronal. Mais d'autres représentants patronaux estiment plus clairement que ça n'est plus forcément sur le lieu de travail que l'on peut se former à certains métiers. Et donc, il y a bien cette idée, vous voyez, dans le cas allemand, on est bien sur à la fois formation contrôlée par la profession, sur le lieu de travail, mais aussi en école.
Et donc, c'est tout ce débat-là qui a lieu. Est-ce que finalement, le meilleur lieu pour se former professionnellement, c'est dans l'entreprise, sur le tas, ou est-ce que c'est en école? Ou est-ce que c'est en essayant d'imaginer une articulation entre les deux? Alors Villemin va répéter donc son argumentaire, mais c'est pas forcément lui qui a le monopole de l'argumentaire. Il y a plusieurs conceptions en débat dans ces années-là. Si bien que ça nous amène à envisager la redéfinition de l'apprentissage face aux enjeux de la formation technique. En d'autres termes, la crise de l'apprentissage est aussi un moment qui, par l'exacerbation des difficultés, provoque ou accélère une redéfinition de l'apprentissage. On le voit un petit peu dans différents pays. En Belgique, dès la fin du XIXe siècle, il a été question dans de nombreux milieux d'une crise de l'apprentissage, et l'État a été appelé à soutenir la transmission des compétences, notamment des compétences artisanales. L'État a été appelé à soutenir la transmission de ces compétences artisanales, à éviter ainsi leur déclin, avec un cadre légal, avec des réglementations, des subventions. Donc, il y a bien cette idée que c'est à l'État de venir organiser l'apprentissage, même si ça ne veut pas dire que les résultats de ces efforts soient tout à fait probants. Il reste, les résultats de ces efforts, assez limités. L'organisation de l'apprentissage, en tout cas, devient une forme de priorité, et c'est dans cette perspective que le rapport rédigé par Émile Cohendy, dont je parlais au début, le rapport de 1904, qui constate la faiblesse de l'apprentissage, ce rapport sert de base à un projet de loi déposé en 1905 par le ministre du Commerce et de l'Industrie, du Bief. Ce projet de loi est discuté pendant de nombreuses années. Il est au cœur des discussions dans les années suivantes, et c'est bien autour de ce projet de loi aussi que l'on continue à débattre de la réalité et de ce que recouvre la crise de l'apprentissage. Ce projet, il aboutit finalement, au prix, vous le voyez, de longues hésitations, à la loi Astier du 25 juillet 1919, donc après la Première Guerre mondiale, loi Astier qui est finalement adoptée sans grande difficulté à l'été 1919, alors que depuis 1905, il y avait des projets, des contre-projets, des débats assez vifs autour de ce qu'il convenait de faire. En quelque sorte, la crise de l'apprentissage provoque donc cette recherche d'une loi en France, et on pourrait considérer que la loi Astier est une tentative pour sortir de la crise de l'apprentissage. Une tentative parce qu'en fait, elle ne règle pas tous les problèmes. Alors, de quoi s'agit-il ici? Cette loi Astier, elle met en ordre l'enseignement technique. Donc, quand je parle d'enseignement technique, c'est ici l'ensemble des formations dispensées en vue d'entrer dans une profession, d'acquérir des savoir-faire professionnels. Cette loi Astier, elle met en ordre l'enseignement technique, et aussi, et c'est l'une de ses originalités sans doute, ou l'un de ses apports, elle prévoit un système à l'allemande, on pourrait dire, avec, pour les jeunes garçons et les filles de moins de 18 ans, déjà employés dans le commerce et dans l'industrie, une alternance entre temps de travail et temps de formation. C'est-à-dire que pour ces garçons et ces filles de moins de 18 ans déjà employés dans le commerce et l'industrie, qu'ils aient ou non signé un contrat d'apprentissage, eh bien, ils ont l'obligation de fréquenter des cours professionnels gratuits pour eux, avant de passer le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, qui avait été créé en 1911, qui est reconnu dans la loi de 1919, qui a une longue histoire, puisque ce CAP existe toujours, même s'il a été très très profondément transformé. Alors, cette loi Astier, elle est intéressante de ce point de vue parce qu'elle introduit ce système d'alternance avant la lettre. C'est un petit peu anachronique peut-être de parler d'alternance, mais elle essaie de trouver finalement une solution au constat que dans l'entreprise, on a du mal à dispenser un apprentissage efficace. Et donc, elle crée un apport à travers des cours professionnels que doivent créer les municipalités
ou les entreprises, ou différentes collectivités qui peuvent constituer ces cours. Donc, obligation pour les communes de créer des cours professionnels, obligation pour les jeunes de les suivre avec régularité, pour les patrons aussi d'assurer l'assiduité de leurs salariés concernés par cette obligation, avec quand même quelques spécificités qu'il faut noter. D'abord, la loi traite à égalité les filles et les garçons, ce qui n'est pas si fréquent que ça, il faut le noter, c'est tout à fait important. La loi aussi tient compte du fait que la loi de 1851, toujours en vigueur, n'impose pas de contrat écrit d'apprentissage. Finalement, on se passe du contrat d'apprentissage pour imposer une formation à de jeunes travailleurs. Et puis donc, on a introduit le principe de formation en alternance. Ces cours professionnels doivent se dérouler pendant la journée légale de travail. Je vous signale au passage que cette loi Astier est votée juste après l'adoption de la journée de 8 heures. Donc ces cours professionnels doivent se dérouler durant la journée de travail et peuvent varier entre 4 et 8 heures par semaine et à peu près 100 à 200 heures par an. Alors il ne faut pas ici se faire trop d'illusions quand même sur l'efficacité de cette loi. Non seulement toutes les municipalités, toutes les entreprises ne vont pas forcément créer ces cours, ne vont pas forcément réussir à le faire, mais en plus, beaucoup de ces jeunes assujettis à cette obligation ne fréquentent pas de fait les cours professionnels ou de manière très irrégulière. Donc l'efficacité de cette loi est très relative, mais on voit bien que dans sa conception, elle se situe bien par rapport au diagnostic de crise de l'apprentissage. On voit bien aussi, et c'est le dernier point de mon propos, que pour essayer de surmonter la crise de l'apprentissage, la solution qui est envisagée, c'est de scolariser. Alors, pas forcément scolariser à plein temps, mais quand même faire passer au-delà de l'instruction, de l'âge d'instruction obligatoire, qui est toujours 13 ans, jusqu'en 1936 en France, et bien de faire quand même, d'obliger à une fréquentation de cours professionnels. Et ça vaut le coup de regarder à nouveau un extrait du discours d'Alexandre Millerand en 1908 au Conservatoire national des arts et métiers, que j'ai déjà cité, puisque Millerand complète son diagnostic de crise par une prise de position assez intéressante, me semble-t-il. Il explique « N'attendons pas, comme nous l'avons fait après 1870, pour créer en France l'enseignement primaire obligatoire et gratuit. » Là, ce sont les lois Ferry de 1881-1882. Il nous faut, sans attendre des désastres économiques que je ne veux pas prévoir et qui ne sont pas à redouter, créer tout de suite l'enseignement professionnel obligatoire sous la forme pratique et réalisable où il doit être créé. Et on voit bien ici que finalement, on essaie de reproduire ce qui a été fait en 1881-82, mais cette fois-ci, non plus pour l'instruction primaire, mais pour l'enseignement professionnel. De la même manière, dans une étude qui avait été primée, remarquée par l'Académie des sciences morales et politiques, publiée aussi en 1908, l'auteur, Jean-Baptiste Paquier, conclut son exploration du développement de l'enseignement professionnel en évoquant la crise de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit « Tout pourrait s'écrouler dans cet édifice, c'est-à-dire l'enseignement professionnel en France, cet édifice de construction assez compliqué dont nous avons suivi les progrès, si la base venait à manquer. Or, cette base est constituée par la grande armée industrielle dont nous n'avons parlé qu'incidemment, ce n'était pas son sujet, et qu'il s'agit par un apprentissage rajeuni et approprié aux besoins du jour, d'élever, d'instruire, pour la mettre en mesure de rendre à notre industrie les services qu'elle doit en attendre. » Ici, on voit bien qu'on s'appuie sur la crise de l'apprentissage pour envisager l'enseignement professionnel. Alors, pas forcément pour tout le monde, pas forcément à plein temps, mais néanmoins, un enseignement professionnel en école, scolarisé, pour surmonter les difficultés de l'apprentissage du métier sur le lieu de travail. Sur cette question du rôle de l'école, au seuil du XXe siècle, les positions sont très distinctes, sont très évolutives. Dans le sillage des expositions universelles, on a de plus en plus conscience
de la nécessité d'un savoir-faire, de la nécessité d'avoir une main-d'œuvre formée dans le cadre de la compétition économique internationale. On a des rapports, notamment en Angleterre, où les expositions universelles inquiètent beaucoup les responsables, qui vont, dès les années 1880, s'appuyer sur les expositions universelles et sur des rapports pour réclamer une progression de l'enseignement technique très rapide. Cette question du recours à l'école est très discutée. Évidemment, beaucoup d'observateurs, Millerand lui-même, estime qu'on ne peut pas faire un enseignement professionnel pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières, ce n'est pas possible matériellement. Mais on peut quand même essayer de développer les écoles d'apprentissage, notamment ces écoles d'apprentissage qui se sont développées petit à petit depuis les années 1870, sur le modèle de ce qu'avait décrit un personnage qui s'appelait Octave Gréard, directeur de l'instruction primaire dans le département de la Seine. En 1872, il avait livré un rapport très fouillé sur les écoles d'apprentis. Et on voit bien, au passage, que là où l'apprentissage se définissait historiquement par une formation sur le lieu de travail, eh bien, on a de plus en plus une sorte de compatibilité entre l'apprentissage et le lieu scolaire, et non plus seulement le lieu de travail. Ça pourrait être une sorte de contradiction de parler d'école d'apprentis ou d'école d'apprentissage. Et en fait, ça l'est de moins en moins à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Alors certes, les effectifs sont encore très réduits, mais dans la conception de l'apprentissage, il y a quelque chose qui est en train petit à petit d'évoluer. Il y a de plus en plus cette idée que l'apprentissage sur le lieu de travail ne peut pas suffire et qu'il faut qu'il soit complété, alors quelquefois à plein temps, mais ça ne s'adresse finalement qu'à une minorité, ou par quelques heures par semaine de cours professionnels. C'est donc bien la pertinence de l'école en tant que lieu de formation, y compris professionnelle, qui se dégage, qui se développe, à mesure que le modèle de l'apprentissage, le modèle de la transmission interpersonnelle, c'était peut-être, vous avez fait attention, l'image de début de mon diaporama, la transmission d'un maître à un élève, d'un maître à un apprenti, au fur et à mesure de la dégradation, de la perte d'efficacité de ce modèle de la transmission interpersonnelle, eh bien, l'école devient de plus en plus un lieu de formation pertinent, y compris pour transmettre le métier. Alors, c'est vrai de ce point de vue, et évidemment, il faut invoquer ici l'essor de nouvelles techniques, d'une nouvelle organisation du travail. Ce n'est pas seulement que sur le lieu de travail, on a une organisation du travail qui ne facilite plus cet apprentissage. C'est aussi qu'il faut, pour pouvoir apprendre le métier, disposer peut-être de machines, disposer de savoir aussi que les professionnels ne sont pas forcément en capacité de dispenser. Pensez à des savoirs relatifs à la chimie ou à l'électricité, qui deviennent de plus en plus indispensables au début du XXe siècle. Celles et ceux qui sont déjà bien engagés dans leur carrière, qui sont en activité depuis quelques décennies, ne sont pas forcément en capacité de former des apprentis à des savoirs relatifs à la chimie ou à l'électricité. Et donc, et c'est quasiment la fin de mon propos, la crise de l'apprentissage devient un argument dont se saisissent les partisans du développement de l'enseignement technique et professionnel pour justifier l'ouverture d'écoles. En France, c'est très clair, à travers l'action d'un groupe proche du ministère du Commerce, on pourrait dire que c'est un groupe de pression, qui s'appelle l'Association française pour le développement de l'enseignement technique. L'Association française pour le développement de l'enseignement technique, ce n'est pas un hasard, elle est créée en 1902, et elle œuvre dans le sens de la résolution de la crise de l'apprentissage par le développement d'un enseignement, donc par le développement d'une scolarisation partielle, au moins, totale éventuellement, des apprentissages. On trouve exactement la même dynamique, je prends un autre exemple pour sortir un petit peu du cas français, en Belgique, avec deux ouvrages d'un personnage qui s'appelle Omer Buys, directeur de l'Université du travail de Charleroi,
c'est une université du travail, c'est un ensemble de cours qui s'adressent aussi bien à des ouvriers qu'à des contremaîtres, voire à des personnels de niveau plus élevé. Omer Buise, il fait une enquête à la toute fin du 19e siècle sur les écoles professionnelles en Allemagne et en Autriche. Il publie en 1908 un gros volume sur les méthodes américaines d'éducation générale et technique. Et il plaide pour quoi? Eh bien, il plaide pour, lui aussi, hein, pour des écoles professionnelles, des écoles d'art industriel. Il incarne bien, avec d'autres, la circulation des expériences et des idées en matière de développement de l'enseignement technique à cette époque. L'Association française pour le développement de l'enseignement technique fait à peu près le même travail en France au même moment, en mettant en évidence ce qui se fait ailleurs au service d'une proposition qui est de dire il faut développer l'enseignement technique, c'est-à-dire des institutions de formation professionnelle euh, pour former la main-d'œuvre. Donc, de nombreuses enquêtes sur les réalisations en Europe et dans le monde sont réalisées à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et elles sont bien à relier avec l'insistance sur la crise de l'apprentissage. C'est un petit peu pour cela que je donnais des guillemets au début, hein, que je disais la crise de l'apprentissage, il faudrait peut-être mettre des guillemets, parce qu'on a l'impression quelquefois, et ça n'est pas qu'une impression, que certains se saisissent de l'argument d'une crise de l'apprentissage pour plaider en faveur d'un changement dans les modalités de formation de la main-d'œuvre. Alors, aucune exhaustivité, bien sûr, dans cet exposé qui a surtout pour but de poser quelques enjeux, de proposer une analyse d'un objet un petit peu complexe, l'apprentissage, en relation, j'espère que vous l'avez compris, avec les transformations du travail. L'enjeu est confirmé après la guerre de 1914-1918, non seulement parce que se développe l'offre d'enseignement technique et professionnel, mais aussi, à la fin des années 30, par la décision du Bureau international du travail de mettre l'enseignement technique et professionnel et l'apprentissage à l'ordre du jour d'une conférence internationale du travail, la 25e conférence internationale du travail, en 1939. Mais il faut bien relever dans tout cela que la filiation de l'apprentissage artisanal ou de l'apprentissage à cette période, dans la première moitié du XXe siècle, avec l'apprentissage de la France d'Ancien Régime, cette filiation est ténue, de même qu'est extrêmement ténue la filiation de tout cela avec l'apprentissage tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, aussi bien dans l'enseignement secondaire, au niveau secondaire, qu'au niveau du supérieur. Après la dénonciation récurrente au XIXe siècle d'une crise de l'apprentissage, la loi Astier, votée en 1919, pose un jalon dans l'organisation institutionnelle de l'enseignement technique. Il y aura d'autres jalons par la suite, bien entendu. Mais on voit au passage que les recherches sur l'apprentissage restent encore à développer, notamment pour permettre d'effectuer des comparaisons. J'ai fait finalement relativement peu de comparaisons avec des situations locales ou nationales, autres que celles de la France, parce que ces comparaisons ne sont pas faciles, et notamment parce qu'il y a des travaux en nombre limité, mais aussi parce que la terminologie, pour distinguer apprentissage, enseignement professionnel, enseignement technique ou formation, eh bien, cette terminologie, cet enjeu de la terminologie n'est pas le moindre et rend assez complexe les comparaisons au-delà des cas nationaux. Voilà pour ces quelques éléments que je vous proposais ce soir. J'espère que cela a pu vous intéresser. Eh bien, merci pour cette conférence très intéressante. Et nous allons à présent passer à la partie questions. Donc, si vous avez des questions, le chat, le public, vous pouvez soit les écrire et je les poserai moi-même, ou vous pouvez lever la main et participer directement avec nous, interagir. Et je voudrais aussi vous soumettre juste un petit questionnaire que vous pouvez remplir très rapidement, qui nous permettra de nous améliorer pour nos prochaines conférences. Donc, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment, vous pouvez, pas de souci.
Et bon, pour le moment, il n'y a... Oui, donc on a une question apparemment. On m'entend? C'est bon? Oui. Oui, Donc bonjour. Alors bah, tout d'abord, c'était vraiment intéressant. C'est un domaine que je pense pas du tout un jour étudier pour vous. Mais j'ai une question donc, sur un auteur que vous avez cité. J'ai juste noté en fait Octave Graillard. Je sais pas, j'ai très mal compris son nom, son prénom, mais c'était pour avoir en fait son identité, s'il vous plaît. Oui, alors je vous le mets dans le chat, ce sera encore plus simple. Je vous Octave remercie. Gaillard, voilà, qui est un personnage qui a été étudié, hein, il a été l'objet d'une biographie de ma collègue Stéphanie Dauphin, qui a été directeur de l'enseignement primaire dans le département de la Seine, et qui, à ce titre, a produit énormément de matériaux administratifs notamment, et en particulier une enquête en 1872 sur les écoles d'apprentis, qui décrit en fait ce que pourrait être une école d'apprentis, à partir du cas notamment de l'école de l'école professionnelle de la Villette à l'époque, de manière donc très précise, et ça va être une inspiration quand même pour pas mal de réalisations dans les décennies suivantes. C'est pour ça que j'évoquais ce personnage, Octave Gréard, qui est en fait par ailleurs, hein, sur le côté pédagogique et sur l'instruction primaire, c'est l'un de ceux qui va expérimenter un petit peu une nouvelle pédagogie primaire, qui sera au cœur des réformes et de l'école de Jules Ferry quelques années plus tard. très bien. D'autres questions ou... sur définition Oui, de alors métier l'historien qui volé. parle ouais, du métier volé, effectivement, je ne vous ai pas encombré avec ce nom, mais rendons hommage et rendons à Sven Stephens ce qui lui appartient. Sven Stephens, qui un historien belge, hein, qui a travaillé notamment sur les questions d'artisanat en particulier au XIXe siècle. Et c'est lui qui parle du métier volé dans un volume qui s'appelle Formation professionnelle et apprentissage. Je peux peut-être d'ailleurs vous partager, alors je ne peux plus partager l'écran, mais si je pouvais, je pourrais vous mettre quelques éléments de bibliographie si ça vous intéresse. Ouais, je vais essayer si vous me redonnez C'est la bon, main, c'est voilà. fait. Je vais vous mettre la bibliographie, c'est vrai que j'ai supprimé le diaporama un peu tôt. Hop, on va essayer d'y aller tout de suite. Ouais, donc Sven Stephens, hein, il a publié un article dans la première référence dans cette bibliographie, l'ouvrage dirigé par Gérard Baudet et Philippe Marchand, Formation professionnelle et apprentissage, 18e, 20e siècle. Ouvrage publié en 2003. Si ces questions vous intéressent, vous pouvez vous y référer, bien évidemment. D'autres questions ou... Bon, eh bien, on dirait qu'il n'y a pas d'autres questions, visiblement, pour le moment. Enfin, dans tous les cas, je remercie chaleureusement notre intervenant Stéphane Lambré. Et je vous remercie aussi pour les quelques questions qui ont été posées ce soir et pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à 18h, 17h30, pardon, le 18 janvier, c'est ça, à 17h30 pour une conférence intitulée Système électoral et scrutin présidentiel aux États-Unis, avec la présence du professeur d'histoire contemporaine Gamal Jean, pardon. Je demande à nouveau si vous voulez bien remplir le questionnaire dont j'ai envoyé le lien juste avant, afin qu'on puisse s'améliorer et faire de meilleures conférences par la suite. En tout cas, je vous remercie. Bonne soirée à tous et au revoir et à la prochaine.